Il y a une caméra dans votre bureau. Une fillette de 10 ans a découvert un secret dans le manoir d'un milliardaire. Un secret capable de faire s'effondrer tout un empire. Dans les couloirs silencieux de l'un des plus grands domaines privés de France, un secret se cachait en pleine lumière. Depuis 2 ans, Hélène Carval et sa fille de 10 ans, Maya, vivaient dans le petit pavillon de service attenant au portail du domaine, travaillant discrètement au service de l'inventeur milliardaire Guillaume Sterling. Pour la plupart, la vie de Sterling paraissait parfaite. Richesse, génie et une fiancée charmante qui semblait apporter la lumière dans son univers. Mais Maya avait appris de son grand-père défunt, un ancien soldat décoré ayant servi en Algérie, à remarquer ce qui n'avait pas sa place. Et un après-midi ordinaire, elle vit ce que personne d'autre ne voyait. Quelque chose de caché dans un simple cadeau, un détail si minuscule qu'on aurait pu l'ignorer, mais si dangereux qu'il pouvait tout détruire. Ce qu'elle avait découvert allait changer leur vie à jamais. Son grand-père lui avait enseigné que le vrai danger ne s'annonçait presque jamais. Âgée de 10 ans, Maya rajusta le volant de dentelle sous le lit ancien, ses gestes précis et silencieux. Elle était comme un fantôme dans cette grande demeure. Un rôle que sa mère disait nécessaire pour leur sécurité. Maya connaissait les sons de la maison mieux que quiconque. Le grincement discret de la 3e latte du parquet, lorsque M. Sterling faisait les 100 pas dans son bureau, tard le soir, le chuchotement des arroseurs, automatique, 1 heure avant l'aube, ou encore le petit déclic du thermostat réglant la température d'1 seul degré. Sa mère, Hélène, lui disait que c'était une bonne chose d'être discrète et attentive. Nous sommes ici pour travailler, ma chérie. Le meilleur travail est celui que l'on accomplit sans que personne ne remarque ta présence. Pendant 2 ans, elles avaient vécu dans le pavillon de service du vaste domaine de Guillaume Sterling à Versailles. Hélène était son intendante, un poste qu'elle avait accepté après la mort de son mari, qui n'avait laissé derrière lui que quelques souvenirs et une montagne de dettes médicales. Pour Maya, M. Sterling était une figure bienveillante, mais distante. Un géant qui traversait les pièces immenses avec une tristesse muette dans le regard. Toujours poli, toujours attentif à retenir son prénom, mais il la considérait comme on considère un meuble bien entretenu, présente, mais pas vraiment vue. Son grand-père aurait compris. Il avait été un militaire décoré, un homme qui voyait le monde à travers des détails que les autres manquaient. Conscience de la situation, my bug, lui répétait-il en tapotant sa tempe. Ce n'est pas une question de peur, mais d'être prête. Cherche ce qui n'a pas sa place. Il était mort l'année précédente, mais ses leçons restaient gravées dans son esprit, comme des inscriptions sur un vieux chêne. Et dans cette maison, quelque chose n'avait pas sa place. Vanessa Crozet. Vanessa était la fiancée de M. Sterling, belle, avec des cheveux couleur de miel sombre et un rire qui sonnait comme une mélodie. Elle apportait lumière et couleur dans les coins gris de la vie de Sterling. En sa présence, il souriait davantage et cessait de tourner en rond la nuit. Pour tout le monde, elle était parfaite, la compagne idéale pour ce brillant mais solitaire milliardaire. Inventeur d'une nouvelle technologie solaire capable de changer le monde. Mais Maya observait. Elle voyait des choses. Le sourire de Vanessa, un peu trop éclatant lorsqu'elle parlait au livreur. Le regard qui balayait une pièce comme pour l'évaluer et non pour l'admirer. Le même regard que son grand-père avait lorsqu'il étudiait une carte à la recherche de faiblesses. Elle remarquait aussi que ses récits changeaient parfois. Une semaine, elle disait avoir grandi à Lyon. Puis la suivante,
Elle racontait une enfance à Bordeaux. Hélène disait que Maya était trop imaginative. Elle est simplement nerveuse à cause du mariage. Tu sais, les riches sont différents. Ce jour-là, Vanessa avait apporté un autre cadeau pour le bureau de M. Sterling. Une grande peinture, encadrée représentant une mer agitée. Pour te rappeler la puissance de la nature, mon chéri, avait-elle murmuré en l'embrassant sur la joue. Tout grand esprit a besoin d'inspiration. Guillaume en avait été ravi, ses yeux se plissant au coin, et demanda au personnel de l'accrocher sur le mur en face de son grand bureau en chêne. Quelques heures plus tard, Maya se trouvait dans le couloir, un petit chiffon à la main. Sa mère lui avait demandé de passer une dernière fois dans le couloir de l'étage avant de rentrer. La porte du bureau était entr'ouverte. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les hautes fenêtres, faisant danser les grains de poussière dans l'air. La maison était silencieuse. Monsieur Sterling était à une réunion à Paris. Vanessa était partie pour un déjeuner caritatif. Maya sentit une irrésistible attirance vers le bureau, une pièce où elle avait rarement le droit d'entrer. C'était le sanctuaire de Monsieur Sterling, un lieu rempli de livres reliés de cuir et imprégné de l'odeur discrète et propre de son travail. Elle poussa la lourde porte encore de quelques centimètres et se glissa à l'intérieur. La pièce était exactement comme elle l'avait imaginé. Des étagères montant jusqu'au plafond, un grand bureau couvert de piles de papier parfaitement rangées et d'un ordinateur portable argenté. Et là, sur le mur, le nouveau tableau. Les vagues sombres et tourbillonnantes semblaient vivre d'une énergie propre. C'était beau, mais cela paraissait déplacé dans cette salle calme et ordonnée. La voix de son grand-père résonna dans sa mémoire. « Cherche ce qui n'a pas sa place. » Elle s'approcha, ses baskets muettes sur le tapis perçant, épais. Son regard suivit le lourd cadre doré et orné, puis elle le vit. Incrusté dans la moulure du coin supérieur droit, un minuscule cercle noir, pas plus gros qu'une tête d'épingle. Il était parfaitement affleurant au bois, presque invisible, presque. En fixant, elle aperçut une minuscule lueur rouge clignoter une fois, une étincelle discrète dans l'ombre. C'était si rapide qu'elle crut avoir rêvé. Elle retint son souffle, le cœur battant dans sa poitrine. 1 minute passa, puis 2. La lumière clignota à nouveau, silencieuse. Ce n'était pas une partie du tableau, ni du cadre. C'était autre chose, quelque chose de caché, quelque chose qui observait. Un frisson glacé lui parcourut l'échine, et la pièce vide lui sembla soudain peuplée de présences invisibles. Elle recula lentement, ses yeux rivés sur ce petit cercle noir, puis sortit du bureau, en replaçant la porte exactement comme elle l'avait trouvée. Ses mains tremblaient. Elle retrouva sa mère dans la grande cuisine, en train d'essuyer les comptoirs de marbre. « Tu as fini, ma chérie ?» demanda Hélène sans lever les yeux. Maya hocha la tête, la gorge trop serrée pour parler. « Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que tu as vu un fantôme. »« Je crois que je me sens un peu malade, » mentit Maya. Ce n'était pas tout à fait un mensonge. Son estomac était noué de glace. Le visage d'Hélène s'adoucit. Elle posa une main fraîche sur son front. « Tu n'as pas de fièvre. Tu es peut-être simplement fatigué. Rentrons. » Alors qu'elles ont traversé la pelouse parfaitement entretenue pour rejoindre leur petit appartement, Maya ne pouvait chasser de son esprit l'image de ce minuscule œil clignotant. Vanessa l'avait apporté dans la maison. Elle l'avait placé sur le mur d'où il pouvait tout voir. Le bureau de M. Sterling, son ordinateur, chaque papier qu'il lisait, chaque appel qu'il passait. Cette nuit-là, Maya ne put trouver le sommeil. Elle resta allongée, les yeux fixés au plafond, les bruits du domaine derrière sa fenêtre n'apportant aucun réconfort.
Elle pensa à Monsieur Sterling, à ses yeux tristes et à sa gentillesse silencieuse. Il avait donné un bon emploi à sa mère. Il payait pour qu'elle fréquente une bonne école privée. Un soir, il l'avait même aidée sur un problème de mathématiques, lui expliquant la division longue pendant 1 heure, jusqu'à ce qu'elle comprenne, enfin. Il faisait confiance à Vanessa. Il allait l'épouser, et pourtant, elle l'espionnait. Maya savait qu'elle devait agir, mais qui la croirait? Une fillette de 10 ans, la fille de l'intendante. Même sa mère lui avait dit qu'elle était trop imaginative. Que ferait Monsieur Sterling? Probablement sourire de son sourire lointain et poli, et lui dire de ne pas s'inquiéter. Il croirait sa belle et charmante fiancée, plutôt que la petite fille silencieuse qui vivait au-dessus de son pavillon. Le visage de son grand-père surgit dans son esprit. C'était un héros, disaient les gens. Mais il lui avait toujours affirmé que le vrai courage n'était pas de se battre, mais de dire la vérité, même lorsque ta voix tremble. Sa voix tremblait rien qu'à y penser, mais elle savait qu'il avait raison. Elle devait lui parler, trouver un moyen de le faire écouter. Le lendemain, Maya suivit sa mère dans la maison, attendant une opportunité. Elle se présenta en fin d'après-midi. Monsieur Sterling était dans son bureau, le dos raide, parlant au téléphone d'une voix tendue. Par la porte entr'ouverte, elle saisit quelques bribes. « Le prototype n'est pas prêt. Non, la sécurité est absolue. Nous ne pouvons pas nous permettre de fuite. » Vanessa était de nouveau absente, cette fois pour un rendez-vous au spa. C'était maintenant ou jamais. Maya prit une profonde inspiration, ses petites mains serrées, en poing, le long du corps. Elle s'avança jusqu'à l'embrasure du bureau et resta plantée là. Il était si absorbé par son travail, le visage baigné de la lueur bleue de son écran, qu'il ne la remarqua pas pendant 5 longues minutes. Les ombres de l'après-midi s'étirèrent sur le sol, comme des doigts menaçants. Enfin, il raccrocha avec un soupir frustré et se massa les tempes. En levant les yeux, il la vit. Une brève surprise traversa son visage, aussitôt remplacé par son habituel sourire doux. « Bonjour, Maya. As-tu besoin de quelque chose ?» Le cœur de la fillette battait à tout rompre, et les mots lui manquaient. Tout ce à quoi Maya pouvait penser, c'était l'œil rouge clignotant dans le tableau derrière lui. Elle revoyait le sourire parfait de Vanessa, entendait son rire musical et voyait le visage inquiet de sa mère lui demandant de ne pas créer de problème. « Maya ?» fit Monsieur Sterling, fronçant légèrement les sourcils avec une inquiétude discrète. La fillette inspira de nouveau, sa respiration tremblante. Elle ne pouvait pas le dire à voix haute. Pas ici, pas avec les murs qui semblaient écouter. Elle avança, ses pas lourds comme si elle marchait dans l'eau, et s'arrêta près du grand fauteuil de cuir. Elle tira doucement sur la manche de son costume. Il baissa les yeux vers elle, surpris. « Qu'y a-t-il » demanda-t-il. Elle se hissa sur la pointe des pieds, ses cheveux blonds effleurant son épaule, et approcha ses lèvres de son oreille. Les mots jaillirent d'un coup, torrent de peur et de certitude qu'elle ne pouvait plus retenir. « Il y a une caméra dans votre bureau » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Et ce n'est pas la vôtre. » L'effet fut instantané. Guillaume Sterling se figea, chaque muscle tendu. Son sourire poli et distant disparut, remplacé par une expression de choc glacial. L'air dans la pièce devint épais et lourd. Il ne parla pas, ne bougea pas. Il fixait le mur devant lui, mais Maya savait qu'il n'y voyait rien. Il entendait encore ses paroles résonner dans ce silence attentif. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, elle savait qu'il l'écoutait vraiment. Guillaume Sterling était un homme de faits, de données,
de la logique prévisible et élégante du code. Son monde était celui du contrôle et de la précision. Pendant un long moment, après le murmure de Maya, ce monde sembla basculer. Le bourdonnement discret de l'ordinateur, la cloche lointaine de l'horloge dans le couloir, tout s'effaça dans un silence assourdissant. Il ne tourna pas la tête vers la petite fille à ses côtés. Son regard resta fixé sur la mer orageuse du tableau, mais il la voyait pour la première fois. Le lourd cadre opulent, sa position parfaite offrant un champ de vision panoramique sur tout son bureau, le sourire radieux de Vanessa lorsqu'elle le lui avait offert, et ces mots résonnant encore, « Pour te rappeler la puissance de la nature, mon chéri ». Lentement, délibérément, il baissa enfin les yeux vers Maya. Son visage était pâle, ses yeux grands ouverts, emplis de peur et de détermination, dans ce petit visage tourné vers lui. Il vit une sincérité si brute qu'elle en était presque physique. Elle ne jouait pas, elle ne racontait pas d'histoire. Elle donnait un avertissement. Il posa doucement une main sur son épaule, son geste étonnamment ferme. « Montre-moi », dit-il d'une voix basse et grave, débarrassé de toute politesse distante. La petite main de Maya s'éleva et pointa un doigt tremblant vers le coin supérieur, droit du cadre. Là, dans la partie décorée, ça clignote, chuchota-t-elle. Guillaume se leva, ses mouvements fluides et silencieux. Sa grande silhouette projetait une ombre sur le bureau, tandis qu'il s'approchait du mur. Il n'eut pas besoin de se hisser sur la pointe des pieds. Il se pencha, ses yeux exercés à repérer le moindre défaut dans une ligne de code, examinant la moulure dorée. Un instant, il ne vit rien d'autre que le bois sculpté. Il sentit une vague fugace. Était-ce du soulagement, de la déception? Puis son regard s'aiguisa et il l'aperçut. Ce minuscule cercle noir, incrusté si parfaitement qu'il semblait n'être qu'un défaut de l'artisanat. Il resta parfaitement immobile, observant, attendant. Les secondes s'étirèrent comme une éternité. La maison était silencieuse autour d'eux. Puis, ce fut là. Un clignotement rouge, presque imperceptible. Un nœud froid et dur se forma dans l'estomac de Guillaume. C'était la même sensation qu'avant une grave intrusion informatique. La prémonition glaciale d'un ennemi invisible déjà dans la place. Il avait bâti un empire sur la sécurité, sur la protection des secrets, les siens et ceux de ses clients. Il s'était entouré de pare-feux impénétrables, tant numériques que personnels. Et pourtant, ici, au cœur de son sanctuaire, on avait suspendu un espion sur son mur avec un baiser et un sourire. Il recula du tableau, le visage figé dans une fureur glaciale. Il regarda Maya, qui l'observait, le corps tendu. Il s'agenouilla pour être à sa hauteur, un geste qui surprit l'un comme l'autre. « Comment savais-tu » demanda-t-il d'une voix basse. « Mon grand-père était soldat », répondit Maya simplement, comme si cela suffisait. « Il m'a appris à chercher ce qui n'a pas sa place, le tableau. Il est en colère. Ton bureau est calme, et lui, il était nouveau. » C'était la logique simple et dévastatrice d'un enfant, tranchant au travers des couches de complexité adulte comme une lame. Lui, le génie de la technologie, le visionnaire milliardaire, avait vu un cadeau. Elle, la fille de l'intendante, avait vu une menace. « Tu es une fille très intelligente, Maya, » dit-il, et ses mots paraissaient insuffisants. Une vague de gratitude si intense le submergea qu'il en fut presque ébranlé. Cet enfant, cette petite fille discrète que j'avais à peine remarquée, vient peut-être de me sauver d'une catastrophe dont je ne peux encore mesurer l'ampleur. Tu as bien fait de me le dire. Il jeta un coup d'œil à la porte, puis reposa son regard sur le tableau, l'esprit en ébullition, calculant des variables
évaluant les menaces. Qui était derrière tout ça, et pourquoi? Le suspect évident était, bien sûr, celle qui avait amené le cheval de Troie dans sa maison. Vanessa, une nausée le traversa. Vanessa, sa fiancée vive et aimante, la femme qu'il avait extrait du brouillard de son travail et lui avait rappelé ce qu'était la vie. Était-ce possible? Son rire était-il mensonge, ses baisers trahison? La pensée lui donna comme un coup au plexus, le laissant essouffler. Il voulut la repousser, l'écarter comme impossible, mais l'œil rouge clignotant sur son mur était un fait, une donnée qu'on ne pouvait nier. Ça restera notre secret pour l'instant, dit-il en croisant le regard de Maya. Tu peux faire ça pour moi? Tu peux faire comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu? Maya acquiesça solennellement. Elle comprenait les secrets. Sa vie en était tissée. Sois discrète, sois invisible, ne provoque pas d'ennui. Ta mère ne doit pas savoir. Guillaume reprit, la voix ferme. Pas encore. Je ne veux pas la mettre dans une situation difficile. C'est une affaire très sérieuse. C'est aussi pour sa protection. Tu comprends? Oui, monsieur, chuchota-t-elle. Bien, ma fille. Il se leva, la chaleur quittant son visage pour laisser place à une froide concentration. Il n'était plus seulement Guillaume Sterling, le milliardaire solitaire. Il était l'homme qui avait bâti une forteresse et venait de découvrir un traître dans ses murs. Va rejoindre ta mère. Il est temps de rentrer. Quand Maya glissa hors de la pièce, Guillaume retourna regarder le tableau. Il ne le toucha pas, ne le désactiva pas. Cela aurait alerté les observateurs qu'ils avaient été découverts. Non, il le laisserait en place, les laissant croire qu'ils étaient encore en sécurité, encore invisibles. Il utiliserait leur propre arme contre eux. Il leur fournirait de fausses informations. Il les laisserait le regarder travailler, pendant qu'il chercherait qui ils étaient. Son esprit commença déjà à construire un plan, un algorithme complexe de désinformation et de contre-espionnage. Il retourna à son bureau et s'assit, les doigts au-dessus du clavier. Il ouvrit les schémas de sécurité de tout le domaine. Chaque caméra, chaque détecteur de mouvement, chaque serrure numérique. Il commença à croiser les logs d'accès avec l'emploi du temps de Vanessa. Quand avait-elle été seule dans la maison? Qui avait-elle rencontré? Qui avait livré ce tableau? Il travailla pendant des heures, le soleil couchant projetant de longues ombres menaçantes à travers la pièce. Il ressentit un profond isolement, une solitude plus lourde que tout ce qu'il avait connu. La femme qu'il allait épouser, celle qu'il avait laissée pénétrer dans les parties les plus intimes et vulnérables de sa vie, était probablement une ennemie. La trahison, si immense et si personnelle, lui coupait le souffle. La seule personne dans cet immense domaine en qui il pouvait encore avoir confiance était une fillette de 10 ans. Il s'interrompit et contempla la photo de famille sur son bureau, prise des années auparavant, quand ses parents vivaient encore. Il l'avait toujours mise en garde. « Ton travail fait de toi une cible, mon fils », lui disait son père. « Et les menaces les plus dangereuses viendront avec un sourire, pas avec une arme. » Il s'était cru prudent. Il avait fait faire une vérification de dossier sur Vanessa. Bien sûr, tout était irréprochable. Diplôme d'une bonne université, expérience dans des associations reconnues, une famille de conditions modestes dans le Midi. Trop parfait, en somme. Il comprit alors que tout cela n'était sans doute qu'une fabrication, une légende, construite pour le tromper. Et ça avait fonctionné. Une rage sourde monta en lui. Ce n'était pas une colère explosive, mais un feu froid et dur. On s'était moqué de lui, on l'avait ridiculisé chez lui, et son œuvre, une technologie susceptible d'apporter une énergie propre et bon marché au monde entier.
était en danger. Il pensa encore à Maya. Son grand-père était un vétéran de guerre. Elle avait son sang dans les veines, le sang d'une sentinelle, d'une protectrice. Il fit une promesse silencieuse. Il la protégerait, il protégerait sa mère, et il découvrirait la vérité, quelle qu'elle soit. L'œil rouge dans le tableau le regardait, indifférent. Le jeu avait changé. La proie savait qu'elle était traquée, et il allait devenir le chasseur. Il réduisit la fenêtre des fichiers de sécurité et ouvrit un document vierge. Ses doigts filèrent sur le clavier. C'était le début d'un nouveau projet, d'un nouveau pare-feu. Mais celui-ci n'était pas pour son entreprise. Il était pour sa vie. Et en haut du document, il tapa un seul nom de code, un hommage à la petite fille discrète qui lui avait ouvert les yeux. Il l'appela Project Maybug. Les jours qui suivirent furent une véritable leçon de tromperie. Pour le monde extérieur, et même à l'intérieur de sa propre demeure, Guillaume Sterling restait inchangé. Il demeurait le même milliardaire concentré et légèrement distant qu'il avait toujours été. Il parlait des préparatifs de mariage avec Vanessa, goûtait des gâteaux, examinait des compositions florales. Il souriait, il opinait de la tête, il jouait le rôle du fiancé dévoué, avec une perfection glaciale qui le surprenait lui-même. Mais sous la surface, une guerre secrète et silencieuse se menait. Son bureau, jadis sanctuaire, était devenu une scène. Il savait que la caméra observait toujours, son œil invisible enregistrant chacun de ses gestes. Alors, il lui offrait une mise en scène. Il simulait de faux appels confidentiels, parlant en code de prétendus revers dans son projet solaire. Il laissait traîner sur son bureau des documents pièges, remplis de schémas complexes, mais finalement inutiles. Il feignait la frustration, se frottant les tempes et poussant des soupirs, tout cela pour son auditoire caché. Chaque instant était un mensonge calculé. Son véritable travail commençait tard dans la nuit, bien après que le reste de la maison fût endormi. Il avait déplacé son centre d'opération vers une petite salle de serveur sécurisée au sous-sol, un lieu auquel lui seul pouvait accéder. Là, entouré du bourdonnement froid des machines, il s'enfonçait dans la vie de Vanessa. Il ne se contentait pas de relire le rapport de vérification qu'il avait payé. Il le décortiquait ligne par ligne. Il découvrit qu'il s'agissait d'une forteresse de mensonges, construite avec la précision d'un expert. L'université qu'elle prétendait avoir fréquentée n'avait aucune trace d'une certaine Vanessa Crozet. Les associations caritatives où elle disait avoir travaillé existaient bel et bien, mais leur registre ne mentionnait aucune employée de ce nom. Sa famille du Midi, elle existait, un couple d'âge mûr nommé Crozet, mais une recherche plus approfondie dans les archives publiques révéla que leur unique enfant, une fille, était morte dans un accident de voiture 15 ans plus tôt. La femme qu'il connaissait sous le nom de Vanessa Crozet était un fantôme, une identité soigneusement fabriquée, portée comme un masque. Cette découverte ne lui apporta pas la douleur vive qu'il avait redoutée. Le choc initial l'avait anesthésié, ne laissant derrière qu'une froide et claire détermination. Il ne faisait plus face à une trahison personnelle, mais à une menace professionnelle du plus haut niveau. Quelqu'un avait investi beaucoup de temps et d'argent pour placer cette femme dans sa vie. La question était « Qui et que voulait-il » La réponse la plus évidente concernait sa technologie solaire. Elle était révolutionnaire, un système breveté permettant de convertir la lumière du soleil en énergie avec une efficacité sans précédent. Cela valait des milliards, peut-être des milliers de milliards, entre de bonnes mains. Cela pouvait bouleverser le marché énergétique mondial du jour au lendemain.
un prix pour lequel on pouvait mentir, voler, peut-être même tuer. Pendant ce temps, Maya portait le poids de leurs secrets, comme une pierre lisse et lourde dans sa poche. Sa présence était constante, un rappel de l'alliance étrange et silencieuse qu'elle avait formée avec le maître de la maison. Elle l'observait de loin. Elle voyait la façon dont il souriait à Vanessa, mais elle remarquait que ses yeux ne souriaient pas. Elle le voyait parler au téléphone dans son bureau et savait qu'il jouait un rôle. Un étrange accord tacite circulait entre eux. Parfois leurs regards se croisaient au bout d'un long couloir ou dans un grand salon, et pendant une seconde fugace, il lui adressait un petit signe de tête presque imperceptible. C'était une reconnaissance silencieuse. Je me souviens, je sais, nous sommes ensemble dans cette affaire. C'était un fardeau lourd pour une fillette de 10 ans. Sa mère, Hélène, remarquait un changement chez elle. Maya était plus silencieuse qu'à l'accoutumée, le regard souvent perdu au loin. « Tout va bien à l'école, ma chérie ?» demandait Hélène, en caressant ses cheveux blonds. « Tout va bien, maman », répondait Maya, le mensonge collant sur sa langue. Elle ne pouvait rien dire à sa mère. Monsieur Sterling le lui avait interdit, et Maya comprenait pourquoi. Sa mère était une anxieuse. Elle aurait paniqué. Elle aurait peut-être même affronté Vanessa, ce qui aurait été dangereux. Alors Maya garda le secret enfermé, le protégeant avec un sérieux bien au-delà de son âge. Sa vigilance silencieuse, ce talent que son grand-père lui avait transmis, était désormais son travail le plus important. Elle observait Vanessa, non pas avec suspicion, mais avec une curiosité distante. Elle notait les habitudes de la femme. Vanessa faisait toujours une promenade dans les jardins à 10 heures précises du matin, parlant doucement au téléphone. Elle utilisait toujours un ordinateur portable spécifique, un modèle noir et élégant, jamais les tablettes ni les autres appareils éparpillés dans la maison. Et chaque mardi, elle recevait un colis du même service de messagerie, une petite boîte anodine qu'elle emportait dans sa chambre pour l'ouvrir en privé. Maya ne comprenait pas la signification de tout cela, mais elle mémorisait chaque détail. Elle était la guetteuse, la sentinelle. Un après-midi, alors que sa mère s'affairait dans la partie principale de la maison, Maya rangeait le petit salon de l'étage. Il était adjacent à la suite principale, où séjournait Vanessa. La porte était entrebâillée. Maya entendit la voix de Vanessa, basse et pressée, le même ton qu'elle employait lors de ses promenades matinales. Maya s'immobilisa, le petit chiffon à poussière serré dans sa main. « Le calendrier devient serré », disait Vanessa. « Il est proche du lancement final. Nous avons besoin des codes de clés primaires avant cela. » Il y eut une pause. Maya retint son souffle, l'oreille tendue. « Non, il ne se doute de rien », continua Vanessa, avec une pointe d'amusement dans la voix. « Il est complètement épris. Il pense que je suis la meilleure chose qui lui soit arrivée. C'est presque trop facile. » Autre pause. « Ne t'inquiète pas pour la femme de ménage et son gamin. Ils sont invisibles, ils ne voient rien. » Une colère glacée traversa Maya. Invisible. Voilà ce qu'ils croyaient qu'elle était. Un fantôme, un meuble. C'était l'erreur que faisaient tous les méchants dans les vieux films de guerre de son grand-père, sous-estimer les silencieux. La voix de Vanessa tomba encore plus bas. « J'aurai le flux de données complet d'ici la fin de la semaine. Prépare-toi pour le transfert. » Le ton se coupa. Maya entendit le claquement d'un ordinateur portable se refermant. Elle recula furtivement de la porte, le cœur battant à tout rompre. Code de clé primaire, flux de données, transfert, des mots tirés du monde de Monsieur Sterling, un monde d'ordinateurs et de secrets.
et Vanessa était en train de les voler. Elle devait le dire maintenant. Elle le trouva dans la bibliothèque, regardant la grande baie vitrée qui donnait sur les jardins, à perte de vue. L'air songeur, son visage beau mais creusé d'une tristesse lasse. Il leva les yeux à son entrée, et son expression s'adoucit un peu. « Maya, dit-il, tout va bien ?» Elle s'avança, ses petites mains tordant le tissu de sa robe. Elle n'a pas eu besoin de chuchoter cette fois. Elles étaient seules. Elle était sur son ordinateur, dit Maya d'une voix claire et posée, malgré l'angoisse qui battait dans sa poitrine. Elle a dit qu'elle avait besoin des codes de clé primaires avant le lancement. Elle a dit « Tu ne te doutes de rien ». Elle a dit « Nous sommes invisibles ». La mâchoire de Guillaume se crispa. Chaque muscle de son visage sembla se transformer en granit. Il regarda Maya, et dans ses yeux, elle vit le feu froid qu'elle avait déjà aperçu une fois. Mais cette fois, il brûlait plus fort. L'information confirmait ses soupçons, et le fait d'apprendre que Vanessa s'était moquée de lui, derrière son dos rendit la trahison personnelle. Elle s'est présentée comme Crozet avant de raccrocher, ajouta Maya, se rappelant le détail final. Crozet, répéta Guillaume, le nom ayant le goût du poison. C'était son nom d'opération, une espionne professionnelle, utilisant l'identité d'une fille morte. Il se mit à genoux, comme il l'avait fait dans son bureau, prit ses petites mains entre les siennes. « Merci, Maya, » dit-il, la voix épaisse d'une émotion qu'elle ne sut nommer. Un mélange d'ire et de gratitude. « Tu n'es pas invisible, tu es la personne la plus importante de toute cette maison. Tu es mes yeux et mes oreilles. Ton grand-père serait très fier. » Ces louanges la réchauffèrent plus que n'importe quelle parole entendue auparavant. Il croyait en elle. Il avait besoin d'elle. « Que vas-tu faire ?» demanda-t-elle d'une petite voix. Un sourire sombre effleura les lèvres de Guillaume. « Elle veut les codes, » dit-il à voix haute. « Elle veut le flux de données. »« Eh bien, » dit-il en la regardant droit dans les yeux, « je pense qu'il est temps de lui donner exactement ce qu'elle cherche. » Il allait tendre un piège, et le rappât serait précisément ce qu'il tentait de voler. La partie passait de l'observation silencieuse à l'engagement actif, et Maya, la fille prétendument invisible, se trouvait au centre de tout. L'esprit de Guillaume, habitué à naviguer dans les voiles complexes du code et de la logique, se concentra sur un seul objectif élégant: construire le piège parfait. L'information fournie par Maya complétait le puzzle. Il savait désormais ce qu'il souhaitait, les codes de clé primaires de tout son projet d'énergie solaire, et il savait quand ils en avaient besoin avant le lancement officiel. Il ne les décevrait pas. Dans les jours qui suivirent, une subtile transformation s'opéra dans la maison. Hélène, la mère de Maya, reçut une série de tâches qui les tinrent toutes deux principalement au rez-de-chaussée. « Je fais nettoyer et désinfecter l'étage pour la visite d'investisseurs », expliqua Guillaume d'un ton détaché. C'était un mensonge plausible qui les tenait loin du théâtre opérationnel qu'il mettait en place. Son vrai travail était un tourbillon d'activités clandestines contrôlées. Dans la salle de serveur sécurisée du sous-sol, il commença à construire un honeypot numérique, une version fantôme de son projet solaire, une contrefaçon complexe et séduisante. Il créa de faux codes de clés primaires, de longues suites de caractères qui paraissaient authentiques, mais qui, une fois utilisés, accompliraient deux choses. Cela devait l'alerter instantanément et déclencher un protocole de traçage destiné à localiser l'utilisateur. Puis il construisit le flux de données que Vanessa désirait tant acquérir, un fichier massif, rempli de faux schémas, de projections financières falsifiées et de données de recherche factices. Enfoui profondément dans ce fichier,
tel un isotope numérique, se trouvait une balise de traçage si sophistiquée qu'elle en devenait pratiquement indétectable. Dès l'instant où le fichier serait ouvert sur un réseau externe, il commencerait à lui transmettre sa localisation. C'était le morceau de code le plus complexe qu'il eût jamais écrit. Il travailla avec une intensité fébrile, alimentée par le café, la colère et une détermination sombre. Chaque ligne de code était une brique dans le mur de sa défense. Chaque donnée fabriquée était un appât. Durant cette période, il voyait peu Maya, mais sentait sa présence. Il savait qu'elle observait, son silence étant un contrepoint réconfortant et stable face au chaos de son travail secret. Un matin, il lui laissa un petit mot scellé sur le comptoir de la cuisine, glissé sous un biscuit tout juste sorti du four préparé par le chef. Le mot disait simplement « Merci, mon ami. Nous y sommes presque. » Maya le trouva avant sa mère et le glissa dans sa poche. Ces mots la firent se sentir grande et courageuse. Elle n'était plus seulement la fille de la femme de ménage. Elle était son amie. Elle faisait partie du plan. La représentation dans la maison principale continua. Guillaume se montra encore plus attentionné envers Vanessa. Il lui offrit des fleurs. Il la surprit avec un bracelet en diamant qu'elle avait admiré dans un magazine. Il lui parla de leur avenir, des enfants qu'ils pourraient avoir, de la vie qu'ils construiraient ensemble. Chaque mot tendre, chaque geste amoureux était un couteau soigneusement aiguisé. Il devait la garder près de lui, la maintenir confiante et sans soupçon, jusqu'à ce que le piège soit prêt à se refermer. Pour Vanessa, c'était la preuve que sa mission réussissait au-delà de ses espérances. Elle rapporta à son contact que la cible était totalement sous son contrôle, son jugement brouillé par son affection pour elle. Elle voyait ses nuits tardives et son air fatigué comme du stress lié au lancement à venir, pas comme de la méfiance. Sa confiance grandit, et avec elle une imprudence fatale. Le moment arriva un jeudi soir. Guillaume avait annoncé qu'il avait enfin achevé le dossier maître du projet. Il l'avait sauvegardé sur une élégante clé USB argentée. Un objet technologique si banal qu'il en devenait presque invisible. Puis il mit en scène un autre appel téléphonique dans son bureau, sachant que la caméra dans le tableau l'observait. « C'est fait », dit-il dans le combiné, la voix emplie d'un mélange convaincant de triomphe et d'épuisement. Tout, les codes primaires, les projections finales, l'ensemble est là, sur cette clé. Il la brandit un instant, comme pour la montrer à son interlocuteur, mais son véritable public était la minuscule lentille noire de l'autre côté de la pièce. Je la mets dans le coffre du bureau. Je la transférerai sur les serveurs du laboratoire principal, demain matin. Oui, c'est la seule copie hors du réseau. À demain. Il raccrocha théâtralement, s'essuya le front et se dirigea vers son lourd bureau de chêne. Il ouvrit un petit coffre dissimulé dans le flanc, y plaça la clé USB argentée et referma la combinaison. Puis il quitta le bureau, refermant la porte derrière lui. La scène était parfaitement préparée. L'appât était en place. Il trouva Maya dans la cuisine, aidant sa mère à polir l'argenterie. Il croisa son regard et fit un lent signe de tête. Ce soir, Maya ressentit un choc, un mélange de peur et d'excitation. L'attente touchait à sa fin. Guillaume dîna avec Vanessa ce soir-là dans la salle à manger d'Apparat. Il incarnait à la perfection l'image d'un homme amoureux célébrant un triomphe professionnel. Il servit du champagne, il porta un toast. « À notre avenir, Vanessa, à toutes les merveilles que nous allons bâtir ensemble. » Son sourire à elle était radieux. Ses yeux scintillaient à la lueur des bougies. « À nous ?» dit-elle en levant son verre. En sirotant le champagne,
Elle pensait déjà à la clé USB dans le bureau, juste un étage au-dessus. Plus tard, Guillaume feignit l'épuisement. « Je vais me coucher tôt, ma chérie. Ce projet m'a tout pris. » Il l'embrassa au sommet du grand escalier. « Ne veille pas trop tard. »« Non, » promit-elle, la voix mielleuse. Guillaume gagna sa chambre, mais non pour dormir. Il se rendit au cabinet attenant, plus petit, plus personnel. Sur son écran, une seule fenêtre était active. Elle montrait un flux en direct d'une minuscule caméra à fibre optique qu'il avait installée le matin même. Une caméra pointée directement sur le coffre de son bureau principal. Il s'assit dans l'obscurité, la seule lumière venant de l'écran, et il attendit. Dans sa petite chambre au-dessus du garage, Maya veillait aussi. Elle ne pouvait dormir. Elle s'était assise près de la fenêtre, regardant la grande maison, sentinelle, silencieuse. Elle pensa à son grand-père. Il lui avait dit que les moments avant une bataille étaient les plus durs, l'attente, l'incertitude. Elle serra ses genoux contre sa poitrine et observa les lumières de la maison, son cœur battant comme un petit tambour dans le vaste silence de la nuit. Pendant 2 heures, rien ne se passa. Le flux vidéo sur l'écran de Guillaume restait figé et muet. Puis, juste après 1 heure du matin, une ombre se glissa dans le champ. La porte du bureau grinça. Une silhouette entra. C'était Vanessa. Elle portait des vêtements sombres, son beau visage tendu de concentration. Elle se déplaçait avec une grâce silencieuse et assurée, en complet contraste avec la femme charmante et légèrement maladroite qu'elle prétendait être. Elle alla droit au bureau. Guillaume regardait, retenant son souffle, les poings serrés. Vanessa s'agenouilla et commença à travailler sur le coffre. Elle sortit de sa poche un petit appareil électronique, un crocheteur sophistiqué. Elle le fixa sur le cadran de combinaison. L'appareil fonctionna doucement. Sur l'écran de Guillaume, un chronomètre apparut. Il fallut moins de 90 secondes. Un clic léger. Le coffre était ouvert. Vanessa plongea la main et en sortit la clé USB argentée. Elle la tint un instant dans sa paume. Un regard de pur triomphe sur le visage. Un regard que Guillaume n'avait jamais vu auparavant. Froid, prédateur, totalement dépourvu de la chaleur qu'elle lui avait montrée depuis des mois. En cet instant, il vit la véritable femme, le fantôme qui avait envahi sa vie. Elle glissa la clé dans sa poche, referma le coffre, fit tourner le cadran, puis revint vers la porte, silencieuse comme un chat, et disparut dans le couloir en refermant doucement derrière elle. La pièce était de nouveau vide, le piège avait fonctionné, l'appât avait été pris. Dans son cabinet obscur, Guillaume Sterling s'adossa à son fauteuil, un sourire sombre aux lèvres. Il tapa une seule commande sur son ordinateur, activer protocole, Maybug. À l'autre bout du domaine, dans sa chambre, Vanessa introduisit la clé dans son élégant ordinateur portable noir. Elle croyait voler l'œuvre de sa vie. Elle ignorait qu'elle allait le conduire directement vers ceux pour qui elle travaillait. La chasse avait commencé. La maison restait immobile. La lune projetait une pâle lumière argentée sur les pelouses taillées à la perfection. Pour un observateur extérieur, c'était un tableau de tranquillité. Mais dans la salle des serveurs du sous-sol, Guillaume Sterling menait une guerre. Sur son écran principal brillait une carte du monde. Un point rouge clignotant se déplaçait dans les rues de la ville avant l'aube. C'était Vanessa. La balise dans le faux flux de données fonctionnait parfaitement. Il la regardait conduire à travers la ville, son itinéraire efficace et direct, sans détour, sans tentative de semer une filature qu'elle ignorait. Elle était confiante, arrogante. Elle se dirigeait droit dans sa toile. Guillaume avait un autre écran actif,
Celui-ci montrait une cascade de données, le protocole de traçage qu'il avait intégré dans les faux codes primaires. Au moment où Vanessa ou quiconque tenterait d'utiliser ces codes pour accéder à son réseau, le piège se déclencherait. Ce serait comme une cartouche d'encre numérique, éclaboussant tout et tous ceux qui y touchaient. Il observa le point rouge s'arrêter sur la carte. Il flottait au-dessus d'un immeuble de bureaux moderne et élégant au cœur du quartier financier. Guillaume zooma sur l'adresse. Une angoisse glaciale, plus lourde et plus écœurante que tout ce qu'il avait ressenti jusque-là, s'empara de lui. Il connaissait ce bâtiment, il le connaissait intimement. C'était le siège de sa propre société, Sterling Innovations. Un instant, il ne put y croire. Pourquoi irait-elle là-bas? Pour rencontrer quelqu'un? Un employé subalterne qu'elle aurait soudoyé? Les hypothèses défilaient dans son esprit, chacune plus inquiétante que la précédente. Il suivit le point rouge qui traversait le hall, entrait dans un ascenseur, montait. Il s'arrêta au 40e étage, l'étage de la direction. Son cœur battait à tout rompre. Il n'y avait que quelques bureaux à cet étage. Le sien, celui de son directeur général, et celui de David Chen, son directeur financier, son meilleur ami depuis l'université. David, l'homme qui avait été son témoin à son premier mariage, le parrain de l'enfant qu'il avait perdu, l'homme qui avait construit à ses côtés, épaule contre épaule, leur société depuis un garage jusqu'à un empire mondial. Ce n'était pas possible, ça ne pouvait pas l'être. Il devait y avoir une autre explication. Puis une nouvelle alerte s'afficha sur son autre écran, celle qu'il attendait. Tentative d'intrusion détectée, code fantômes activé, protocole de traçage lancé, point d'origine, réseau exécutif d'Asie, bureau 40C, bureau 40C, le bureau de David Chen. Le sol se déroba sous les pieds de Guillaume. La trahison de Vanessa avait été une coupure vive et douloureuse. Mais ceci était une blessure à l'âme. David avait été son frère, sauf par le sang. Il lui avait confié tout, son entreprise, ses secrets, sa vie. Et tout ce temps, David Chen avait été le serpent au cœur de l'affaire. Les pièces du puzzle s'emboîtèrent avec une clarté horrifiante. Les petites anomalies financières qu'il avait laissées passer, les retards étranges du projet que David avait imputés à la paperasserie, la façon dont il avait été le premier à vanter Vanessa à Grant en disant « Elle est parfaite pour toi, mec, ne la laisse pas filer ». Ce n'était pas un conseil amical. Il gérait son actif. La femme qu'il connaissait sous le nom de Vanessa n'était qu'un outil, une arme belle et sophistiquée, braquée sur son cœur, et David en tenait la manette. Dans son esprit, Grant revit le visage souriant et affable de David et sentit une rage pure et froide qui brûlait. Il avait pleuré une amitié perdue tandis que David complotait activement sa ruine. À l'écran, le protocole de traçage faisait son œuvre, se répandant dans le réseau de David, capturant chaque fichier, chaque courriel, chaque communication dissimulée. Un dossier chiffré et caché, au fond du système, fut soudain déverrouillé par le protocole. Il s'appelait Project Eclipse. À l'intérieur se trouvaient les plans d'un rachat hostile de Sterling Innovations, conçu pour coïncider avec un scandale fabriqué qui accuserait Grant d'avoir vendu sa technologie à un rival étranger. Les preuves du scandale étaient en train d'être plantées sur les serveurs mêmes de Grant, en utilisant des codes d'accès détenus uniquement par David. Ils ne cherchaient pas seulement à le dépouiller, ils cherchaient à le détruire, à l'effacer. Il vit leur correspondance, plans méticuleux, transactions financières, et un fichier contenant la véritable identité de la femme, connue comme Vanessa.
Rachel, ancienne opératrice du renseignement devenue espionne d'entreprise, avec un long passé de séduction et de chantage auprès d'hommes puissants. David l'avait engagée plus d'1 an auparavant, leur relation entière, depuis la rencontre fortuite à un gala caritatif jusqu'à la proposition émouvante, n'avait été qu'un script, et elle y avait joué son rôle à la perfection. Le pire fut de lire leurs commentaires sur lui, l'évaluation clinique est détachée de ses faiblesses par David, les notes moqueuses de Rachel sur sa solitude et sur la facilité de manipuler un homme affamé d'affection. Ils l'avaient disséqué, analysé comme un spécimen de laboratoire et utilisait son humanité contre lui. Grant se pencha en avant, les coudes sur le bureau, et enfouit son visage dans ses mains. Il ne fit aucun bruit, mais tout son corps trembla sous la force de son deuil et de sa colère. Il avait bâti une forteresse de pare-feu et de sécurité, mais il avait laissé la porte grande ouverte aux personnes qu'il aimait. Puis il pensa à Maya, son petit visage sérieux, ses yeux clairs et honnêtes. Il pensa à son courage discret, à sa loyauté inébranlable. Dans un monde de mensonges sophistiqués et de trahisons dévastatrices, une fillette de 10 ans avait été sa seule véritable alliée. Sa vérité simple et inébranlable était la seule chose à laquelle ses ennemis n'avaient pas pensé. Ils l'avaient traitée d'invisible, et leur aveuglement à son égard serait leur chute. Il leva la tête, et le deuil fit place à une résolution dure comme le diamant. La douleur demeurait, une braise chaude dans sa poitrine, mais elle devenait carburant. Il croyait la partie gagnée, il n'avait remporté qu'une bataille. Il était sur le point de mettre fin à la guerre. Il commença à taper, ses doigts agissant avec une précision mortelle nouvelle. Il copia chaque fichier, chaque courriel compromettant. Il lança le verrouillage à distance des serveurs du bureau de David, gelant toutes les preuves en place, et envoya un seul message chiffré à l'homme qu'il gardait en réserve pour les urgences, le chef d'une société de sécurité privée composée d'anciens agents d'État. Il est temps. Exécutez le plan. Récupération totale des actifs. Les cibles sont David Chen et une complice. Ils sont au siège maintenant et détiennent quelque chose qui m'appartient. Il se leva et alla à la petite fenêtre du sous-sol. Les premières lueurs de l'aube coloraient l'horizon à l'est. Un nouveau jour commençait. Pour David et Rachel, ce serait leur dernier jour de liberté. Pour lui, c'était le premier jour du reste de sa vie. Une vie où la confiance serait plus rare, mais plus précieuse que jamais. Il songea à Maya et à sa mère dormant paisiblement dans leur modeste appartement, inconsciente du drame qui s'était joué pendant leur sommeil. Il avait le devoir de les protéger, non seulement de cette menace, mais des retombées à venir. Il n'échouerait pas. Ses ennemis l'avaient sous-estimé, mais, plus important encore, ils avaient sous-estimé la petite fille vigilante dans le couloir. Dans la lumière froide et stérile du 40e étage, David Chen et la femme connue sous le nom de Rachel Célébren. La clé USB argentée était branchée sur l'ordinateur de David, son contenu se déversant sur son serveur sécurisé. Sur le grand écran, derrière son bureau, des lignes de ce qui semblait être du code et des schémas défilaient. Pour eux, c'était la représentation digitale d'une fortune, la clé finale pour déverrouiller un empire. « Tout est là », dit David en affichant un large sourire, passant une main dans ses cheveux, les yeux brillants d'un mélange de cupidité et de soulagement. Chaque bouchée, il n'avait rien soupçonné. Rachel, appuyée contre le bord du bureau, sirotait un verre de scotch hors de prix que David avait servi depuis son bar privé. « Je te l'avais dit, il était facile », dit-elle d'une voix confiante et coulée. Les hommes solitaires sont les cibles les plus aisées.
Ils veulent tellement croire aux contes de fées qu'ils ignorent tous les signaux d'alarme. À une exécution parfaite, ajouta David en levant son verre, et à la mise en scène, corrigea Rachel, en croisant son regard par-dessus le bord du verre. Ils étaient si absorbés par leur victoire, si sûrs de leur succès, qu'ils n'entendirent pas les pas feutrés dans le couloir. Ils ne virent pas non plus les silhouettes silencieuses, vêtues de noir, qui prirent position devant les portes vitrées du bureau. Le premier signe que quelque chose n'allait pas fut quand l'écran derrière le bureau de David s'éteignit soudain. Une unique ligne de texte blanc apparut à la place. Project Maybug. Trace complète. Actif sécurisé. David fixa l'écran, son sourire vacillant. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que Maybug? Avant que Rachel n'ait pu répondre, la porte du bureau s'ouvrit. 3 hommes en tenue tactique sombre entrèrent, se déplaçant avec un silence et une efficacité glaçants, suivis d'un 4e homme, plus âgé, à l'allure calme et autoritaire, qui montra un badge. David Chen, Rachel Pearson, annonça l'homme d'une voix sans appel. Vous êtes en état d'arrestation pour conspiration, espionnage industriel et tentative de fraude. Le visage de David pâlit. Le verre de Rachel glissa des doigts et se brisa sur le sol poli. Le sort de leur victoire se rompit, remplacé par la dure réalité de la capture. Puis, Guillaume Sterling entra dans la pièce. Il n'avait pas l'air en colère ni blessé. Il semblait vide, le visage masqué d'un calme glacial et dévastateur. Il s'arrêta au centre de la pièce, les yeux passant du visage abasourdi de David à celui, paniqué, de Rachel. « Guillaume, que se passe-t-il » balbutia David, tentant de retrouver contenance. « Il y a erreur, messieurs » ? « Il n'y a pas d'erreur, David, » dit Guillaume d'une voix basse mais d'un poids d'acier. « L'erreur, c'est vous. Vous croyez que j'étais un imbécile. » « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » balbutia David, mais la peur dans son regard le trahit. « Laissez-moi expliquer, » ajouta-t-il. Guillaume fit un pas en avant. « Vous avez engagé une professionnelle, Rachel, pour vous approcher, exploiter ma confiance. Vous avez caché un dispositif d'écoute dans mon bureau, dissimulé dans un tableau pour m'espionner. Et ce soir, vous avez volé ce que vous pensiez être la clé de mon œuvre. Vous prépariez également un rachat hostile et un scandale fabriqué pour me faire accuser de trahison. C'est un résumé juste. » La couleur quitta complètement le visage de David. Il resta sans voix. Rachel, fidèle à son métier, tenta une sortie. « Vous n'avez aucune preuve, » dit-elle d'une voix pâle, tentant d'imiter sa précédente assurance. Guillaume esquissa presque un sourire, amer et froid. « C'est là que vous vous trompez. La clé que vous avez volée était un leurre. Les fichiers sur votre serveur sont des fantômes. Chaque frappe que vous avez effectuée, chaque fichier que vous avez cru copier, a été tracé, enregistré et envoyé sur un serveur fédéral, comme preuve. Toute votre conspiration, David, tout ce que vous avez planifié cette dernière année, est désormais un spectre numérique qui vous poursuivra à vie. » David le regarda, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson. L'ampleur de l'opération de contre-espionnage lui apparaissait peu à peu. On s'était joué de lui depuis le début. « Comment » chuchota-t-il finalement. « Comment avez-vous su » Le regard glacial de Guillaume le fixa. « Vous avez commis une erreur critique, » dit-il. « Vous et votre complice, ici, avez cru que seuls importèrent les personnes sur lesquelles vous aviez posé votre attention. Vous avez regardé le personnel, les gens qui font tourner ma maison, et vous n'avez vu rien. Vous avez vu des fantômes, vous avez vu des meubles. » Il marqua une pause,
laissant les mots flotter dans la pièce silencieuse. Vous étiez tellement occupé à m'observer que vous n'avez jamais remarqué celle qui vous observait, la seule personne de toute cette maison, qui est honnête, loyale et plus intelligente que vous deux réunis. Il fixa le couloir comme s'il voyait quelqu'un là-bas. Vous avez été démasqué par une fillette de 10 ans, la fille de la gouvernante. Vous l'avez traitée d'invisible, mais elle a tout vu. Elle a vu la caméra. Elle a entendu vos chuchotements. Elle est la raison pour laquelle vous vous tenez aujourd'hui menotté. Vous avez été renversé par une petite fille que vous n'avez même pas estimée digne d'attention. La finalité de tout cela, la pure justice poétique, fut plus dévastatrice que n'importe quel coup physique. Ils n'avaient pas été déjoués par une entreprise rivale, ni par une agence fédérale. Leur conspiration de plusieurs millions avait été réduite à néant par une enfant. L'humiliation était totale. Tandis que l'équipe de sécurité les emmenait, David se retourna vers Guillaume, le visage ravagé de confusion, de haine et d'orgueil brisé. Une gamine, forma-t-il sur ses lèvres, incrédule. Guillaume le regarda simplement, le visage impassible, jusqu'à ce qu'il disparaisse. 1 an plus tard, la lumière du soleil traversant les hautes fenêtres du bureau ne projetait plus d'ombres longues et menaçantes. Elle emplissait la pièce d'une clarté chaleureuse et accueillante. La mer orageuse avait disparu, remplacée par une grande toile joyeuse que Maya avait peinte en cours d'art. Une prairie éclatante et ensoleillée. Le monde connaissait l'histoire, ou du moins la version que Guillaume avait accepté de laisser circuler. David Chen et un réseau d'espions industriels avaient été condamnés lors d'un procès rapide et discret. Les journaux avaient présenté Guillaume comme une victime brillante qui avait renversé ses agresseurs. Sterling Innovations était plus prospère que jamais. Mais les véritables changements n'étaient pas mesurables à la bourse. Ils se trouvaient à l'intérieur même des murs du domaine. Hélène n'était plus seulement la gouvernante. Guillaume l'avait nommée intendante, officielle de la propriété, triplé son salaire et créé un fonds qui assurerait l'avenir d'elle et de Maya pour le reste de leur vie. La peur avait disparu de ses yeux, remplacée par une assurance tranquille. Elle et Guillaume avaient développé une profonde amitié respectueuse, unie par leur amour commun pour Maya. Quant à la fillette, elle n'était plus le petit fantôme silencieux des couloirs. Elle était devenue le cœur vif et lumineux de la maison. Elle riait librement, courait dans les couloirs et n'hésitait plus à entrer dans n'importe quelle pièce. Elle n'était pas une invitée, elle était chez elle. Guillaume l'avait officiellement adoptée 6 mois plus tôt. Le jour où les papiers furent signés, il s'était agenouillé devant elle, comme il l'avait fait ce jour fatidique dans son bureau, et lui avait offert, non pas un document, mais un petit médaillon d'argent. À l'intérieur, d'un côté, une photo de sa mère, de l'autre, une photo de lui. Les familles ne sont pas toujours celles dans lesquelles nous naissons, lui avait-il dit d'une voix chargée d'émotion. Parfois ce sont celles que nous trouvons, celles que nous choisissons. Et je te choisis, Maya. À présent, elle était assise sur l'épais tapis perçant de son bureau, non pas comme une intruse, mais comme une présence attendue, travaillant à un projet scolaire, entouré de papiers et de crayons de couleur. Guillaume, assis à son bureau, ne codait pas. Il dessinait une balançoire pour le jardin. Il leva les yeux vers elle, un sourire aux lèvres. Il n'était plus le milliardaire solitaire, enfermé dans sa forteresse de technologie. Il était un père. La trahison qu'il avait subie avait été profonde, mais la confiance qu'il avait trouvée l'était encore plus. Maya n'avait pas seulement sauvé son entreprise, elle l'avait sauvée d'une vie de solitude stérile.
Elle lui avait appris que la véritable sécurité ne résidait pas dans les pare-feux et le cryptage, mais dans les liens, dans l'écoute. Ce soir-là, lorsqu'il l'aborda dans son lit, un rituel qu'il chérissait. Elle leva vers lui les mêmes yeux clairs et observateurs qui avaient en vue la vérité quand personne d'autre ne l'avait fait. « Papy t'aurait aimé », dit-elle simplement. Le cœur de Guillaume se gonfla. « Je l'aurais aimé aussi, il t'a bien enseigné. »« Il m'a appris à voir, » répondit Maya. « Toi, tu m'as appris qu'il est sûr de parler. » Il l'embrassa sur le front, submergé de gratitude pour cette petite âme sage qui lui avait rappelé l'essentiel. Le monde restait un lieu compliqué, plein d'ombres et de tromperies. Mais ici, dans cette maison, ils avaient bâti quelque chose de vrai et de solide. Ils étaient en une famille forgée dans la crise, soudée par la loyauté et fondée sur l'avertissement chuchoté d'une enfant. En quittant sa chambre, Guillaume songea à la leçon puissante qu'elle lui avait donnée. Les systèmes de sécurité les plus sophistiqués peuvent être percés. Les amis les plus dignes de confiance peuvent trahir. Mais parfois, la plus grande force, la vérité la plus inébranlable, se trouve dans la plus petite et la plus discrète des voix, celle de quelqu'un que d'autres auraient ignoré. Il suffit d'être assez sage et assez attentif pour l'entendre. Et c'est ainsi que nous terminerons cette histoire pour l'instant. Chaque fois que je vous en partage une, j'espère qu'elle vous permet de sortir un peu du quotidien, de dériver ailleurs. J'aimerais savoir ce que vous faisiez en l'écoutant. Peut-être vous détendiez-vous après le travail, conduisiez-vous tard le soir, ou simplement vous reposiez-vous. Laissez un mot dans les commentaires, je les lis vraiment tous. Et si vous voulez être sûr que nous nous retrouvions encore, un like et un abonnement font toute la différence. Merci d'avoir passé ce moment avec nous.